Bon, pour le moment, je ne peux pas en penser grand-chose, dans la mesure où le président de la République avait mis en place un comité de suivi qui n'a pas encore présenté son rapport pour qu'on puisse savoir les tenants et les aboutissants de cette opération. Par contre, moi, ce que j'ai toujours considéré, c'est qu'il y avait, de mon point de vue, deux erreurs. La première erreur, c'est que le président avait promis la mise en place d'un comité de pilotage de la gestion des 1000 milliards. Et malheureusement, il ne l'a pas fait, il a mis en place un comité de suivi, ce qui a créé un certain nombre de suspicions. Or, je crois que s'il y avait un comité de suivi, de pilotage pluriel, incluant des acteurs politiques, de mouvements syndicaux, probablement il y aurait moins de critiques de sa gestion, pour ce qui concerne en tout cas le président de la République. L'autre erreur, c'est que le président a mis beaucoup l'accent sur l'achat de riz et de denrées alimentaires et de produits, certes de première nécessité, mais qui, de mon point de vue, n'étaient pas les instruments qu'il fallait dans le cadre d'une lutte contre une pandémie. Vous savez que quelques mois après, bien quelques semaines après la résolution de la maladie, depuis la Chine et jusqu'en France et en Italie, les gens ont compris que la meilleure manière de combattre la pandémie, c'était de doter les populations de masques et de gel. Et je crois que c'est à ce niveau-là que le président de la République devait mettre le focus. Donc, mettre à la disposition des Sénégalais des masques et des gels de qualité. Deuxième chose, lutter contre des rassemblements qui n'étaient pas utiles, à savoir, par exemple, les baptêmes, les chants religieux. Et je crois que ce sont ces manquements-là qui ont permis à la maladie, d'une manière générale, de se propager rapidement dans le pays, malgré l'état d'urgence et le couvre-feu. Mais d'une manière générale, pour ce qui concerne la gestion proprement des 1000 milliards, pour le moment, on ne peut pas en dire davantage. On attend que que le rapport soit remis par le comité de suivi au président de la République. Et à partir de ce moment, on pourra savoir à quoi s'en tenir. Maintenant, ce que je regrette, c'est le débat qui a été instauré entre le ministère de l'Équité territoriale et le comité. Parce que quand Mansour Faye dit qu'il n'a pas de compte à rendre au comité, je crois qu'il ne dit pas la vérité, dans la mesure où c'est le président qui a mis en place le comité de suivi, et c'est ce comité de suivi seulement qui est chargé par le président de la République de lui rendre compte de la gestion. Par conséquent, donc, les ministres, les directeurs qui ont eu à gérer une partie de ces fonds-là, c'est au comité qu'ils doivent rendre compte, et c'est à ce comité-là maintenant de s'adresser au président pour lui donner la bonne version. L'appel repose sur des statuts et un règlement intérieur. Les conditions de sanction d'un militant sont fixées par le statut que le parti a déposé au niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir sa reconnaissance. Pour ce qui concerne la paire, en termes de discipline, c'est le secrétariat exécutif national qui doit faire les instructions et remettre le rapport au président du parti, qui est le seul habilité à exclure ou à sanctionner un militant. Or, aucune de ces deux dispositions n'est respectée pour ce qui concerne mon cas. Macky Sall a créé une commission de discipline qui n'est pas prévue par le statut, et il n'a pas une compétence pour créer une commission de discipline parce que c'est le secrétaire exécutif national qui est en soi la commission de discipline. Deuxième chose, c'est ce comité de discipline qui a prononcé mon exclusion. Or, dans les statuts du parti, seul le président du parti peut exclure. Puisque donc il n'a pas respecté les dispositions statutaires et réglementaires du parti, je considère comme nul et non avenu cette décision qui me frappe. L'Alliance pour la République n'est pas structurée, n'est pas organisée. Il n'y a qu'une seule instance qui existe, c'est le secrétaire exécutif national. Et même dans le secrétaire exécutif, il y a des gens qui ne doivent pas y être. Parce qu'ils sont interdits de faire de la politique. Par exemple, un inspecteur général d'État, membre d'un secrétaire exécutif d'un parti politique, c'est scandaleux. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Sénégal. Donc il n'y a que cette instance qui existe. Or, il est prévu des instances au niveau local et des instances au niveau national. Instances dont les membres doivent être désignés ou choisis par les militants. Et malheureusement, donc, l'absence de structuration d'organisation, en fait, ça veut dire quoi? Le président Macky Sall s'est substitué au statut, au règlement intérieur et aux instances locales et nationales du parti. En fait, il a fait de l'appel un parti individu, un parti personne. Et je crois que c'est loin de ce qui a été demandé, des statuts qui ont été déposés pour obtenir le récépissé du parti, donc sa reconnaissance officielle. Absolument, beaucoup d'ambition.
surtout des ambitions pour... L'ambition la plus importante, c'est de permettre aux populations locales, dans les communes du Sénégal et dans les départements, de siéger majoritairement dans les collectivités, dans les mairies, dans les conseils municipaux et dans les conseils départementaux. Autrement dit, pour moi, la base de la démocratie, c'est le pouvoir communal et le pouvoir départemental. Mon souhait, c'est de conduire des listes où seront majoritairement amener des gens à partir d'appels à candidature pour identifier des Sénégalais qui ont la compétence, la rigueur, mais aussi l'engagement de servir leur localité. Donc en gros, notre combat, ce ne sera pas un combat pour qu'on soit nous maires, mais faire de telle sorte que la composition des conseils municipaux et des conseils départementaux soit fondamentalement changée et qu'on y trouve de moins en moins de politiciens. Parce que si on regarde de près, depuis l'indépendance, l'essentiel des collectivités territoriales sont dirigées par des politiciens. Ce qui fait que tout ce qu'on reproche à la gestion de ces communes-là en matière de prédation foncière, ça va durer aussi longtemps que c'est dirigé par des politiques. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est de mener des plaidoyers pour que des populations qui ne sont jamais intéressées à la chose publique puissent maintenant commencer à s'y intéresser au niveau des communes. Et cela, nous voulons véritablement le faire sous la bannière d'une démocratie participative, d'une démocratie inclusive, d'une démocratie qui repose essentiellement sur les populations et non sur des partis politiques. Parce que si vous regardez d'ailleurs, vous pouvez même le vérifier, l'essentiel des conseils municipaux et des conseils départementaux sont constitués par des représentants des partis politiques. Or, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à ce que les membres des conseils municipaux et départementaux soient issus des quartiers, soient issus des catégories socio-économiques, c'est-à-dire des commerçants, des jeunes, des femmes, des badjanougors, des délégués de quartier. Véritablement que ça soit véritablement une composition humaine qui reflète les réalités sociales, les réalités économiques, les réalités dans les différentes collectivités territoriales. Vraiment, c'est ça notre ambition. Et nous y allons véritablement, sous peu d'air, nous allons engager véritablement ce combat parce que ça me semble extrêmement important. Et moi, ce que je demande à M. le Président de la République, c'est de tout faire pour que les populations qui étaient là-bas et qui sont aujourd'hui logées dans un centre culturel, qu'on puisse les réinstaller dans leur maison ou qu'on leur trouve ailleurs des logements plus décents en attendant de trouver une solution définitive de ce problème. L'autre chose que je demande au président de la République, c'est de recevoir ces gens-là et de parler avec eux directement. Parce que de mon point de vue, la hiérarchie militaire ne peut pas gérer ce problème parce qu'elle est trop impliquée dans la résurgence et dans la gestion de cette crise. Et le troisième élément, que le président de la République fasse une enquête approfondie par des personnes neutres pour connaître les tenants et les aboutissants. Parce que manifestement, derrière cette affaire de terre achetée par la Comico, il y a une opération de prédation foncière qui impliquerait la hiérarchie de l'armée, des politiciens et probablement même des hauts fonctionnaires. Je crois que les Sénégalais doivent le savoir. Et quand le président aura ces informations, il faut qu'il s'attaque à ce qu'il n'y ait pas dans l'armée des pratiques malsaines de corruption, de concussion, de détournement de deniers publics. S'il s'agit de relations politiques, il n'y en a plus. C'est pour dire que nos relations sont devenues à ce qu'elles étaient avant que j'adhère à la paix. C'est-à-dire des relations humaines. Bon, voilà. On ne se fréquentait pas, on est revenu à ça. Bon, il est mon président de la République, point barre. Et je considère, étant donné que je me considère comme militant de l'Alliance politique, je considère comme c'est mon responsable politique. Quand bien même, son mandat a expiré depuis bientôt 6 ans. Parce qu'en réalité, le mandat du président du parti dure 5 ans. Et ça n'a pas été renouvelé depuis le début. Mais quand même, bon, pour le moment, je ne peux pas parler de relations proprement entre nous, que ça soit aussi bien pour le président que pour la première dame. Quand bien, bon, la première dame, parfois, j'ai eu écho d'elle. C'est tout, vraiment, ça reste vraiment au service minimum. Bon, vous savez que l'activisme, c'est peut-être bon, mais en général, ça n'a pas de débouché politique. Parce que dans les perspectives du mouvement activiste, la prise du pouvoir n'est pas en général prise en compte. Or, on ne peut pas changer un pays, on ne peut pas transformer un pays si on n'a pas pris le pouvoir. Et
crois que ça aussi, c'est pour dire que ça n'augure pas quelque chose de bon pour notre pays. Si l'opposition est molle au niveau de l'alliance, le parti de la majorité aussi, c'est encore mou, et qu'il ne reste que les activistes, je crois que ça peut être un danger pour la démocratie sénégalaise. Et c'est des querelles inutiles à leur sein, notamment au niveau de l'Alliance pour la République, où tout le monde est ennemi de tout le monde. Et pour ceux qui concernent les moins jeunes, et d'une manière générale, le parti, moi, ce que je leur demande, c'est de s'engager, de former les militants. Quand je dis former les militants, c'est de les amener à connaître le Sénégal, sa géographie, son histoire, sa composition humaine, les relations que les ethnies ont nouées les unes et les autres, dans le temps et dans l'espace. Parce que si on connaît véritablement ce pays-là, c'est à partir de ce moment qu'on peut l'aimer et qu'on peut le servir. Et malheureusement, les partis politiques, que ce soit de l'opposition hier comme aujourd'hui, négligent ce volet qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire la formation des militants, c'est-à-dire amener les militants à connaître leur pays. Et c'est pourquoi parfois on voit des dérives en termes de langage, du genre, bon, telle région, c'est mon titre foncier politique, dire que oui, telle région n'est pas aimée par le président de la République, ou parfois même à des appels à la violence. Tout ça, je crois que ça résulte d'une ignorance du pays, d'une absence de formation politique. Et si nous voulons avoir une démocratie de qualité, il faut qu'on ait des militants politiquement bien formés, bien outillés, qui connaissent parfaitement leur pays, parce que le Sénégal c'est pas n'importe quel pays, c'est un pays petit du point de vue géographique, c'est un petit pays du point de son développement économique, mais quand même, par rapport à son ancienneté, par rapport au brassage que nous avons ici, nous sommes un grand pays. Et je crois qu'il y a des valeurs que nous avons et que toute l'humanité peut nous envier. Et de mon point de vue, il faut qu'on les préserve. Et pour les préserver, il faut les connaître. Je les considère comme scandaleux. Je les considère comme scandaleux et inacceptables. C'est-à-dire que dans un débat démocratique, il n'y a pas lieu de convoquer la violence comme argument. Ce qu'il a dit est extrêmement grave et je le dénonce, je le condamne et je regrette la mollesse avec laquelle l'Alliance pour la République a réagi par rapport à cette déclaration-là. Vous savez que peut-être que vous ne pouvez pas l'imaginer, moi, ma grand-mère paternelle, c'est-à-dire la mère de mon grand-père, elle est de Mbumba. Elle s'appelle Koumbel Wan. J'ai grandi, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse dans le Djolof. Donc, je me considère comme un peul, sinon même plus peul qu'Alioune Dembourou Sow. J'ai été peul avant lui, parce que je suis plus âgé que lui. Et je ne suis pas n'importe quel, parce que quand même je suis petit-fils d'Almami. Et je sais comment ce pays, il y a un brassage. Et je dis souvent, si le Sénégal n'avait pas dépassé ces clivages ethniques, El Hadji Malick Sy n'allait pas prospérer à Tivaouane. Parce que quand il est venu là-bas, ce n'est pas un milieu alpulaar qu'il a installé le tijanisme. Si le Sénégal n'avait pas réglé la question de l'ethnicisme, Thierno Souleymane Baal et Abdou Khadir Kane n'allaient pas faire leur humanité à Pire dans le Cayor. C'est de là où à part leur humanité, qu'ils ont quitté le Cayor pour aller s'installer dans le Fouta et engager la révolution de Torodo. Si le Sénégal n'avait pas réglé la question de l'ethnie, du séparatisme ethnique, Serigne Touba n'allait pas prospérer dans le Cayor parce que lui, on le sait, tout le monde le sait, il est de père et de mère alpulaar. Si le Sénégal n'avait pas réglé la question ethnique, président Senghor, qui est doublement minoritaire, chrétien et catholique et sérère, n'allait jamais être président de la République. Et si le Sénégal n'avait pas dépassé la question ethnique, Macky Sall ne serait jamais président du Sénégal. C'est pourquoi donc, comme je l'ai dit, Alioune Dembourou a parlé à son nom. Mais puisqu'il est un député, il est président du conseil départemental, donc c'est quelqu'un qui compte. Il faut que cette parole-là soit réprimée le plus rapidement possible pour que ça ne propage pas dans l'opinion. Parce que c'est pire que le coronavirus. Pourquoi moi je demande à ce que le président du parti soit aussi ferme envers Alioune Dembourou Sow qu'envers Moustapha Cissé Lo. Parce qu'on ne peut pas sanctionner une insulte et ne pas punir l'appel à la haine ethnique. Ce n'est pas possible. Donc, de mon point de vue, il faut qu'il soit exclu de l'Alliance pour la République, qu'il perde ses mandats de député et de président du conseil départemental, pour que désormais aucun autre Sénégalais, qu'il soit Wolof, Sérère
ou Bambara ou Alpulaar n'osent remettre en cause la coexistence pacifique entre les ethnies dans ce pays-là. Et je crois que tout peut arriver à ce pays, on peut s'en sortir, sauf des conflits ethniques. Si on veut brûler le Sénégal, il faut qu'on ouvre ce terrain-là. C'est pourquoi moi je condamne son propos et j'invite le président de la République, qui est gardien de l'unité nationale, qui est par ailleurs responsable politique de parti dans lequel il milite, à prendre les sanctions les plus sévères pour que d'abord lui-même il ne les répète plus, pour que personne n'ose plus y penser. On peut critiquer le pouvoir, tout comme on peut critiquer l'opposition, mais qu'on le fasse dans les règles de l'art, sans insulte, et que l'opposition soit des oppositions critiques, méthodiques, c'est-à-dire on critique ce que le pouvoir fait ou ce que l'opposition fait. Et après avoir diagnostiqué et critiqué, proposer une alternative. Je crois que c'est comme ça qu'on va avoir une démocratie apaisée. C'est-à-dire une démocratie qui n'est rien de plus ni moins que des conflits d'opinion, des conflits de programme, des conflits d'ambition. Et que cela ne soit pas une affaire de personne. Parce que les combats de personnes, ça n'intéresse pas le peuple sénégalais.